Vous roulez toujours à vélo moteur? Oh non, je suis C'est trop fini. vieux, écoutez, regardez-moi. Mais dans quelle voiture roulez-vous? Vous êtes propriétaire d'une voiture ou pas? Oui, j'ai une voiture. Parce que ça en dit long sur vous, cher Alain Duhamel. Eh ben, vous allez me dire ce que ça en dit et je vous dirai si c'est vrai, mais vous ne croirez pas ma réponse et je ne croirai pas votre question. C'est l'époque de la suspicion. Mais la Bon, question... j'ai une Peugeot. Ah, eh bien, on va demander tout de suite à Jérôme Fourquet, parce que voilà l'objet de son étude. Dis-moi quelle voiture tu conduis, je te dirai si tu as des idées reçues d'abord sur les femmes. Je te dirais si tu es un brin maniaque. Ou si tu es juste très désordonné. Kiss. Well, he's not very handsome to look at. Oh, he's shaggy and he eats like a... Les publicités des constructeurs sont très ciblées. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elles pourraient être politiques, tant le choix d'une voiture en dit long sur nos pratiques électorales. C'est le résultat d'une étude de l'IFOP signée Jérôme Fourquet, qui est ce soir notre invité. Jérôme Fourquet, bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Dis-moi pour qui tu roules, je te dirai pour qui tu votes. C'est ainsi que Le Point résume cette semaine l'état d'esprit et les résultats de votre étude menée sur un échantillon de 5600 personnes. D'abord, comment vous est venue une telle idée d'analyser le choix électoral? Vous allez lui demander comment vous êtes venu. Ah oui. Alors là, ce soir, je Pour suis qui vous roulez? en moto ce soir. Ah, Taxi moto, moto, très vous bien. voyez, parce que ça roulait mal. Comme- J'ai pas regardé, je pense que... Comment vous est venue l'idée d'analyser le choix électoral en fonction de la marque automobile? Alors, c'est pas uniquement en fonction de la marque. Il y a Mais aussi on va y revenir sur le voilà. fond. Mais en fait, on discutait avec la rédaction du Point. On était au premier anniversaire de la crise des Gilets jaunes. Et qu'il y avait été un soulèvement de ce qu'on appelait, nous, le peuple de la route. C'est-à-dire des gens qui sont très dépendants de leur voiture. Et on s'est dit, dans une société qui est de plus en plus fragmentée, archipélisée, les lignes de faille aujourd'hui, elles se font aussi sur les modes de vie. Et donc, on a décidé de creuser un peu plus cette dimension-là. On va revenir sur les choix plus larges, c'est-à-dire la France des diesels opposée à la France de l'essence. Mais un mot sur les résultats candidat par candidat. Quand on vote Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, on achète plutôt des voitures étrangères. Alors effectivement, et c'est notamment le cas pas mal pour Marine Le Pen. Et donc on voit que le patriotisme de ce parti... A des limites. A des limites, tout à fait. 27% des Français qui roulent en Ford ou en Nissan, 25% de ceux qui roulent en Fiat et 30% de ceux qui roulent en Audi ont voté Marine Le Pen au présidentiel. C'est encore plus frappant aux européennes. Et chez les électeurs de Mélenchon, on aime bien la marque Opel. Et ça, vous avez une sorte d'explication. Alors derrière tout ça, il y a aussi le positionnement des marques vis-à-vis des segments de marché, avec des marques qui sont plus haut de gamme et d'autres qui sont plus populaires. Et donc, comme on a des électorats qui sont aussi sociologiquement assez typés, on va retrouver cela. Opel, aujourd'hui, c'est l'entrée de gamme pour ceux qui veulent acheter des voitures allemandes. Et donc, De bonne qualité, quoi. De bonne qualité, Deutsche Qualität, comme dit La la publicité. Deutsche Qualität. Ça doit beaucoup déplaire à Mélenchon. Alors- Il est très germanophobe. Alors voilà, mais bon, il se rattrape, il fait des bons scores aussi chez les gens qui roulent en Renault. Logiquement, dites-vous, François Fillon fait ses meilleurs scores en 2017 dans les belles berlines allemandes. Mais en revanche, vous constatez un survote assez remarquable des utilisateurs de Toyota pour Emmanuel Macron. 30% des propriétaires de Toyota déclarent avoir voté Macron au premier tour de la présidentielle et aux élections européennes pour La République En Marche. Mais c'est pas si surprenant que ça, en fait. Alors en fait, quand on regarde, alors je suis pas spécialiste du marché automobile, mais c'est une marque dont il y a la fameuse Prius, et il y a aussi toute une série de voitures de Toyota qui sont adressées au public citadin, urbain, diplômé, qui se trouve être un petit peu le portrait robot de l'électorat macronien. Donc on a ces convergences ou ces correspondances. C'est aussi dans les possesseurs de Toyota que les électeurs écologistes sont les plus représentés. Donc on a une marque comme ça qui parle le plus à cette clientèle. Est-ce que ces marques connaissent et s'intéressent aux opinions politiques de leurs clients et est-ce qu'elles en tiennent compte dans leur politique marketing? Alors je ne suis pas convaincu que ce soit jusqu'à présent une des dimensions qui soit entrée en ligne de compte. Alors ce qui était intéressant, c'est que par le passé, il y avait déjà eu d'autres enquêtes quand la société française était plus binaire, quand elle était moins internationalisée. Et en gros, Renault roulait plutôt à gauche, la Et régie. Peugeot
Voilà, et Peugeot et Citroën étaient plutôt à droite. Je rappelle qu'Alain Duhamel possède une Peugeot. Oui, moi j'ai eu une Alfa Romeo, une Triumph. Et donc Alors j'ai peut-être changé beaucoup de votes. voilà, Exactement. comme les Français. Et donc ce clivage-là, il est moins vrai aujourd'hui. Et on a aussi dans l'univers automobile une fragmentation avec l'arrivée des véhicules étrangers. L'autre information majeure de cette étude, c'est la différence de vote entre les Français qui marchent au diesel et ceux qui roulent à l'essence. Et là, c'est très net. Alors oui, c'est très net. Alors là aussi, on a un élément sociologique, puisque on a des publics plus modestes qui, historiquement, sont plus portés sur le diesel. Et on retrouve aussi, derrière tout cela, le degré de dépendance à la voiture et la fréquence avec laquelle on va l'utiliser. En gros, les grands rouleurs, historiquement, ont été encouragés à la fois par les pouvoirs publics, il y avait une fiscalité spécifique sur le diesel, mais aussi par les constructeurs, à acheter plutôt du diesel. En disant, voilà, si vous faites plus de X milliers de kilomètres par an, il faut prendre plutôt du diesel. Quand on regarde la carte, plus on est loin des centres urbains, plus le taux de ménages qui possèdent du diesel est important. Et donc on retrouve là aussi... La carte des Gilets jaunes. La carte des Gilets jaunes, et rappelez-vous la fameuse formule de Benjamin Griveaux. Quelques jours avant le déclenchement de la crise des Gilets jaunes, il avait dit la France de Vauquier, à l'époque, Vauquier était en pointe, c'est les gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Eh bien, il avait en partie vrai quand on regarde les chiffres de cette enquête. Si une telle enquête avait été rendue publique au communiqué en temps et en heure à l'Élysée ou à Matignon, on aurait peut-être mieux anticipé la crise des Gilets jaunes. Alors, pas forcément, mais il faut rappeler aussi, ça c'est une donnée majeure, les dernières statistiques sont tombées, on n'a plus que 38% de possesseurs de voitures parmi les foyers qui habitent à Paris intramuros. 38%. Moyenne nationale, c'est 85%. Du temps de Pompidou, Paris était le règne de la bagnole. Si on reprend la formule du président de la République, les voies sur berge, etc., etc. On n'avait pas forcément les mêmes voitures qu'en province ou qu'à la campagne, mais tout le monde avait une voiture. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ligne de faille entre ceux qui n'ont pas de voiture et donc durcir le contrôle technique, alourdir la fiscalité sur le gasoil. À Paris intramuros, ça ne parle pas du tout aux gens. En province, c'est encore une réalité indépassable et c'est vital. C'est-à-dire que cette dépendance à la voiture, elle est sous-estimée depuis Paris. Tout à fait. Or, vous dites le prix de l'essence est une variable aussi sensible que le prix du blé et du pain sous l'Ancien Régime. Je pense qu'on en est là. Rappelez-vous, c'est une hausse de 2 centimes du litre qui a mis le feu aux poudres. Alors, il y avait des causes beaucoup plus anciennes, mais c'est quand même ça qui a été le déclencheur. Et on voit bien que... Et avant cela, rappelez-vous, il y avait eu la question des 80 km/h. Quelques mois avant le déclenchement des Gilets jaunes. Donc, dans notre enquête, 75% de la population nous dit être dépendante fortement de la voiture dans sa vie quotidienne. Et un tiers de nos concitoyens nous disent qu'ils sont même très dépendants de cette voiture. Petite aparté par rapport à la crise actuelle, on se focalise beaucoup sur le degré de perturbation de la RATP et de la SNCF. Toute une partie de la France de province, qui est majoritaire, fonctionne essentiellement à la voiture. Et donc, pour l'instant, le degré de nuisance pour un certain nombre de nos concitoyens est quand même relativement limité. Il faut pas l'oublier. Sachant que par rapport à 95, il y a un autre changement, c'est que la part du fret ferroviaire dans l'économie a considérablement diminué et donc du coup que la capacité de nuisance de RATP SNCF est moindre. Idem pour la Poste. 95, c'est les débuts de l'Internet. Aujourd'hui, on a toute une partie de l'économie qui a appris à se développer sans la Poste. Marion. Vous aviez signé une autre enquête pour la Fondation Jean Jaurès qui a aussi beaucoup fait parler. Là encore, un thème original mais sérieux. De quoi le kebab est-il le nom ou encore le kebab est-il devenu un objet politique? On se souvient de Robert Ménard en guerre contre les kebabs à Béziers, de la phrase de Sibeth Ndiaye en marge de l'affaire de Rugy. Nous sommes tous conscients que tout le monde ne mange pas du homard tous les jours, bien souvent. On mange plutôt des kebabs. Alors pour cette enquête, dans cette enquête plutôt, vous notiez que le kebab est consommé par des jeunes, des gens peu fortunés, que c'est le dernier sandwich populaire et que dans les territoires dévitalisés, que vous appelez dévitalisés, c'est-à-dire dont les centres-villes sont désertés, il est le seul à résister. Est-ce qu'on peut en conclure que le kebab est un révélateur de crise à la fois sociale et économique? Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'était intéressé à cet objet. À cet angle. Alors il y avait bien évidemment le fait qu'on avait observé qu'il était rentré dans le débat politique. Vous avez cité Robert Ménard. Benoît Hamon était venu le défier dans sa ville de Béziers en mangeant un kebab et en envoyant un message sur Twitter à l'attention de Robert Ménard. On avait vu aussi en Italie que les membres de la Ligue du Nord, quand ils sont à la tête de certaines collectivités, de mairies, étaient partis en croisade, si on peut utiliser l'expression, contre les kebabs. Marine Le Pen avait fait une rentrée politique en 2010 sur un quick halal
à Roubaix. Donc on voit que toutes ces thématiques sont très présentes. Et donc en attrapant un certain nombre de signes ou d'objets de la vie quotidienne et en déroulant la plotte, on voit que derrière, il y a des choses éminemment politiques qui se trament. Pierre, On reste dans la étude. cuisine, mais là vous n'étiez pas vraiment au fourneau. Ce sont nos confrères du Point, 3 journalistes qui ont travaillé sur une enquête qu'ils appellent les fourchettes du pouvoir, beaucoup plus transversale sur le plan de la typologie socio-économique. On va commencer par les plus sobres des politiques, ceux que le Point appelle la famille Brocoli. Ainsi, Agnès Buzyn, qui a supprimé le vin au ministère de la Solidarité et de la Santé. Le vin, a-t-elle dit, aurait-elle dit, est un alcool comme un autre. Manuel Valls, même s'il n'est plus tout à fait français, qui est converti au sans gluten et joue les ascètes. Et puis Marlène Schiappa, qui boit un jus de fruits les jours de fête et qui considère que les repas tiennent plus de la nécessité que du plaisir. Il y a une deuxième catégorie, ceux qui ont un mal fou à faire attention. Par exemple, Xavier Bertrand, il craque toujours pour le cassoulet et ensuite il souffre comme un damné sur son vélo d'appartement. Il y en a un qui fait de moins en moins attention, dit-on, Gérald Darmanin. Il avait l'air en forme pourtant hier soir, vedette hier soir, qui a été vu récemment en train d'enchaîner poitrine de cochon ibérique après foie gras, et il adore les bistrots canailles. Marine Le Pen, avant les grandes échéances, s'astreint au poireau vinaigrette, mais l'autre jour, elle a rappelé le garçon en disant « Je vais prendre comme mon invité », c'était un journaliste, une entrecôte béarnaise. Et puis, pour les gros mangeurs, j'en ai 3. Ne loupez pas l'enquête du Point, vous aurez tout en détail. Vous découvrirez le champion toute catégorie, qui est Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, qui enchaîne bouillabaisse et pieds et paquets. Il finit avec les liqueurs. Il faut dire qu'il a commencé par tremper 20 croûtons dans un bol d'aïoli. Il y a un brillant second avec Gérard Collomb, le roi des bouchons lyonnais, et puis Gérard Larcher qui profite à donf de l'excellente cuisine du Palais du Luxembourg et de la cave aussi. Monsieur Gérard a un gros penchant pour le gibier. Puis une mention spéciale quand même pour finir pour François Hollande qui a repris tous ses kilos d'avant 2012. L'autre jour, un chef parisien lui avait, paraît-il, préparé un menu spécial avec 15 plats. Petite portion. Hein. Et une pensée quand même pour Jacques Chirac, qui reste un recordman éternel. Là, ça mérite le mot d'historique. Chirac et la gastronomie, c'est historique. Mais en bon corrézien, il paraît que ce jour-là, Hollande a rendu hommage à Jacques Chirac, puisqu'il a tout fini. C'est pas si anecdotique que ça, le rapport de nos politiques à la nourriture, au terroir, à la gastronomie. Déjà, l'évolution de la façon dont on prend ses repas dans les palais nationaux. Quand j'ai commencé, on vous offrait un apéritif avant, vous aviez 3 plats, il y avait... Entrée, plat, dessert. Non, 3 plats. 3 plats. Vous aviez poisson, viande, et on vous apportait des liqueurs et des alcools après. Et la boîte à cigares. Et la boîte à cigares. Et la boîte à cigares. Patrick se rappelle bien que ça beaucoup plus jeune. Oui. Bon, et puis ça n'a cessé de s'alléger. Édouard Balladur a supprimé l'entrée. Plus d'un ministre a supprimé en réalité le vin. On vous dit est-ce que vous buvez du vin, d'un air de dire est-ce que vous êtes un pêcheur. Et aujourd'hui, disons que on ne va pas dans un ministère en se disant je vais avoir un bon déjeuner. Un peu plus de rigueur sur les finances publiques, cher Alain Duhamel. Je ne sais pas, ou un peu moins de convivialité. Bon. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence ce soir. Vous restez avec nous, on va continuer à commenter l'actualité avec le 5 sur 5 de Maxime Switek.